Hello guys, welcome back dans cette ultime vidéo des 12 règles d'or de l'animation, une série qui aura été cofinancée par le CNC. Alors encore une fois, merci énormément à eux d'avoir financé cette série. Et puis comme on arrive à la dernière vidéo, vous allez pouvoir découvrir à la toute fin mon animation des 12 règles d'or de l'animation par Dingo. Alors restez bien jusqu'au bout pour la découvrir. Nous allons parler aujourd'hui de la pile. Alors la pile, c'est pas la pile Energizer, hein, c'est la pile telle que nous le disent Frank et Holly dans leur livre The Illusion of Life, Disney Animation, hein, ce livre qui aura été notre carte routière pendant toute cette série. Ils nous disent, pour nous, cela signifie tout ce qu'une personne aime voir, la qualité du charme, un design plaisant, la simplicité, la communication et le magnétisme. Voilà, donc la pile, comme nous le disent Frank et Holly, c'est le charme de notre dessin, hein, c'est ce je ne sais quoi. Qui rend votre œuvre, votre dessin, votre animation attrayante au regard. Donc c'est quelque chose quand même d'assez abstrait. Alors si parfois on parle de quelques règles techniques pour créer plus d'appeal chez un personnage, par exemple ne pas faire des droites parallèles, mais faire des courbes, des contre-courbes, de toujours mettre un peu de dissymétrie dans le visage, dans la pose des personnages. Et tout ça, c'est un peu ce dont je parle sur ma chaîne dans les 2 minutes tips depuis des années. Donc si vous voulez, il y a une playlist hein, pour les 2 minutes tips, vous pouvez la regarder, ça sera une première approche technique pour créer plus d'appeal dans vos dessins. Mais voilà, il faut bien garder à l'idée qu'il y a quelque chose de plus dans la pile. C'est pas qu'une succession de règles techniques. Hein. Il y a quelque chose de plus mystérieux. Et dans un échange de mails que j'ai eu avec Glen Keane, il qualifie la pile comme étant un sujet mystérieux et illusoire. Alors comment faire? Moi, je pense qu'une des premières choses qu'on peut faire, c'est de comparer les dessins des suites des films Disney qu'il y a eu dans les années 2000. Et on les compare aux dessins des films originaux. Et là, tu vois tout de suite lequel a de la pile et lequel n'en a pas. Et c'est le même ingrédient qui manque à tous les remakes live-action Disney qu'il y a eu ces dernières années. Le charme y est complètement absent. Et c'est même pas que ça manque d'appeal, c'est que c'est dégueulasse. Quand je pense à la pile, moi je pense toujours à cette séquence de la petite sirène, animée par Glen Keane, de Part of Your World. I've got gadgets and gizmos aplenty. You want thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. La beauté et le charme de ces dessins est pour moi quasiment inégalé. Et je pense aussi à la séquence animée préférée de Walt Disney, la transformation de la robe de Cendrillon. Mais je pense aussi à ce plan de Blanche-Neige qui est incroyable. Et la pile, c'est notamment ce qui manquait cruellement aux premières productions 3D des studios Disney. À un moment où Pixar avait déjà tout compris et avait trouvé leur propre charme, Disney galérait un peu avec les familles Robinson, les Chicken Little, etc. En fait, c'est avec le retour de Glen Keane, encore une fois, sur Réponse, quand il va dessiner par-dessus les images 3D, qu'on va retrouver ce sens. C'est-à-dire, Réponse est souvent cité comme étant le premier film 3D qui a retrouvé la magie Disney. En fait, ce qu'on appelle la magie Disney, en fait, c'est ce sens inné incroyable de la pile qu'avaient les studios Disney depuis toujours. Et ça, c'est grâce aux dessins de Glen Keane qui ont permis de considérer les poses 3D comme de véritables dessins 2D. Then he came back and he was just like, well, if you just like move the eyes here and just change the distance here and move the nose and it's these little tweaks that he just had this like fresh eye on the character and he just, you know, he did a couple of these drawings like this one and it was kind of amazing how fast the rig turned around once he was back in there. So this is a pose of that same drawing. This is an image I had on my iPhone and I'm like, I got a secret. This is awesome. Yeah, Because I felt like we'd had a real breakthrough and this character had a sense of appeal that matched. I felt like this was a Glen Keane character now. Et c'est pour ça que je collectionne beaucoup de dessins des films d'animation parce que c'est souvent là que réside ce charme de l'animation traditionnelle 2D. Alors bien sûr, je vous ai déjà montré plusieurs fois mon dessin original de Mark Davis, de Aurore,
Aussi de La Belle au bois dormant, j'en ai un autre de John Lansbury. Le Mark Davis, c'est un clean. Le John Lansbury, c'est un tie-down, c'est-à-dire qu'il a été mis au modèle. Et ce qui est marrant, enfin, moi, ce que j'adore en fait dans ce dessin du hibou, c'est à quel point il a exactement la tête de Maître Hibou dans Winnie l'ourson. Parce qu'en fait, dans les studios Disney, quand ils avaient comme ça des petites techniques, des petits tips d'appeal, où ils sentaient que ça marchait, quoi, qu'il y avait vraiment du charme, bah en fait, ils le répétaient sur d'autres personnages. C'est pour ça que Baloo ressemble à Petit Jean, que K ressemble à Persifleur, Robin des Bois ressemble à sa femme. Puis j'ai ce dessin aussi que m'avait offert Steve Mason, hein, qui était mon supérieur à Pixar, et qui m'avait offert ce dessin de... Comment il s'appelle? Le docteur Jumba. Professeur Jumba Jookiba, directeur scientifique des industries de défense de la galaxie. J'aime beaucoup ce dessin. Mais j'en ai d'autres là. Alors j'en ai ramené quelques-uns de la maison. Alors évidemment il y a ce dessin de Bill Tilta de Stromboli. Je vous ai montré aussi dans une autre vidéo où j'avais remontré l'animation de ce dessin. Or I knock you silly. Good night, my little wooden gold mine. Dans le charme des dessins des années 40 quoi, de Disney. Je crois que j'ai aussi un de... Ah, et ça c'est un Silly Symphonies. Voilà, j'ai des petits corbeaux de Dumbo. Ah voilà. Ça c'est vraiment un crowbar de Mickey qui est hyper charmant, quoi, qui est hyper dynamique, avec une de force, avec une gesture très forte. C'est le style Fred Moore, j'ai l'impression, qui est Fred Moore, celui qui a vraiment donné le plus de charme à Mickey. Bon là j'ai du Tortue Ninja. Est-ce que c'est appealing? Ma femme dirait non, elle trouve ça monstrueux. Même si je lui explique que c'est des mutants. Enfin voilà. Les Schtroumpfs, tout simple. Mais bon, les dessins de Peyo originaux, enfin, c'est hyper appealing, quoi. Ça, c'était un autre cartoon. Fred Moore, j'adore ce dessin. L'énergie qu'il y a dedans. Même si la batte, elle est au raccourci, c'est le dessin où elle frappe, où il y a le contact avec la balle, quoi. C'est vraiment la Fred Moore girl, quoi. Celle qui va être la base, en fait, de tout le style et l'appeal des princesses Disney, des futures princesses Disney. J'ai parlé de ça dans la newsletter, alors si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, je vous mets un lien en description. Comment Fred Moore, en fait, a déterminé un petit peu le style des futures princesses Disney et que va reprendre Glenkin à partir de La Petite Sirène et va l'adapter à sa sauce pour donner les nouvelles princesses des années 90. Mais là, j'ai aussi, par exemple, dans un autre style, un modèle pack des Simpsons original qui a été utilisé en production et qui est à la fois purement technique sur comment construire des visages, les proportions du visage d'Homer, mais aussi ce qui fait le charme des dessins, quoi, de Matt Groening. Ce qui n'est pas évident. On peut voir d'ailleurs la différence entre l'ancienne version de Marge et la nouvelle. Et les Simpsons, c'est un style qui n'a rien à voir évidemment avec Disney, mais pour moi c'est vraiment un style qui a beaucoup d'appeal, beaucoup d'attrait. C'est pour ça que ça plaît d'ailleurs à autant de monde. Même si je me rappelle, quand on regardait ça à la télé, il y avait toujours mon grand-père qui disait que c'était horrible, il comprenait pas pourquoi je regardais ça. C'était la mode à l'époque. Mais en réalité, ce sont des dessins qui sont hyper travaillés, comme ça, construits pour trouver les meilleures proportions, les proportions les plus parfaites pour créer quelque chose d'agréable à l'œil, quoi. Et en fait, voilà, toutes les modèles sheets aussi que j'ai ici, ce sont en fait des règles d'appeal qu'il y avait dans les studios, que se passent tous les animateurs. Quand on dit en fait qu'un personnage doit être au modèle, c'est qu'il doit avoir les bonnes proportions, mais surtout, ça veut dire qu'il doit avoir l'appeal du personnage. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir se dire, oui, c'est lui. C'est pas un autre personnage, c'est Bugs Bunny, c'est Mickey, c'est Homer Simpson. Okay. Et tous ces dessins, en fait, je les ai en grande partie achetés à la galerie Van Eaton à Los Angeles. Et il y a quelques temps, j'ai eu la chance de rencontrer Mike Van Eaton, le fondateur de cette célèbre galerie à Los Angeles, à un moment où il devait déménager. Moi, j'étais il y a 10 ans quand j'avais acheté pas mal de ses dessins dans une petite galerie, et là, il était en train de déménager dans une immense galerie, et j'ai pu rentrer exceptionnellement quelques jours avant l'ouverture. Donc, pour cette dernière vidéo, on va faire un dernier petit saut à Los Angeles pour visiter la galerie Van Eaton. Sorry, it's such a mess. Hi, I'm Mike.
And you walk through here, and this is the 1930s, you know. Oh, okay. This is, we're just starting to hang. This is Oswald, the original Oswald Amazing. from Disney, you know. This is great. I'm Mike Van Eaton, the co-owner of Van Eaton Galleries in Los Angeles, California. You're moving out because I was there 10 years ago. It's crazy to come here and to see how big the new gallery is. Yeah, it's still the same gallery though. You know, we for 30 years we were at that other gallery. You know, very small, but because of our auctions and because the auctions have gotten so popular, we had to hire more staff, and it got very crowded there. So crowded that we couldn't really display the art the way we wanted to display it, because that's an important part for us, is to be able to show everybody everything about, you know, the history of animation and the studio, of course, Disney Studios and things like that. So by coming to this bigger space, we're able to properly showcase what we believe is important, and so that's what we're building here. Yeah, because you don't just sell drawings or posters. It's some items are big. Some are very big posters, giant posters, or you know, we sell, of course, maybe a ride vehicle from one of the parks, or things like that. So we needed a much bigger space for both our auction house and for our gallery, so that we could properly, you know, give these items the respect they needed. And so this place became available, and we've been, for the last 3-4 months, we've been building it and putting it into construction. And as you can see, it's still under construction, but we'll be open soon, and it should be very nice. How do you find the items? How do you find the drawings, the artworks? Well, yeah, I'm very lucky, so, because I've been able to do this for 30 years. So a lot of people, especially here in Los Angeles, where a lot of animation and a lot of Hollywood, you know, is, people bring us a lot of the things we find, you know. And I think it's just from being in the business so long, and people getting to know us and know that we're going to treat their pieces with respect and showcase them. We tend to get a lot of people presenting us with items. In the other room is the Disneyland part. Yes. How do you get the Disneyland Same pieces? thing. You know, over the years, Disneyland's been around 60s, almost 65, almost 65 years, right? Yeah. The people who work there live here in Los Angeles or in the surrounding areas. Some who worked there since it opened, and everybody saved a little bit. You know, a sign here, something here. You know, a ticket book, their costume that they wore, things like that. And so we've been lucky enough to find these pieces and put them together into the auctions that we do, or into the or into our sales here in the gallery. And it's just a matter of I think for us being here long and being persistent, and because it's the same things I collect that we sell, you know, I'm always looking for it anyway. Yeah, oh yes, yeah, and so I'm always looking for it. So it's I mean, that's how this business started. Was I just collected so much I didn't have room for it, so I opened a gallery. So yeah. So how do you do for not buying all your own gallery? Oh, I buy a lot. I do. It's you know, for me, it's just very hard to let things go sometimes. You know, sometimes a collection will come in and I'll say, oh, I can't sell that, or I can't sell that. So it goes into my collection for a while, and then I don't have any room for it. So maybe I'll sell it, or maybe I'll sell something else so I can keep that, and you know, things like that. But sometimes it's hard. I see so many pieces I just love, you know. Yeah, yeah. And what is your process to identify the drawer, the artist? The industry of animation, the drawings belongs to the studios often. So sometimes we don't know who drew what drawing. A lot of times, but because I came into the business when people like Mort Kimball or Frank Thomas were still around, Mark Davis, guys like that, when I was learning, you know, I would ask questions, as everyone should, you know. How do you know who drew this, who drew that? You know, oh, he draws with this stroke, or he draws with that stroke, and I learned from that. You know, whenever I didn't know something, there's always someone you can go to who does, and you know, and I just learned that knowledge and just gathered that knowledge. So most of the time we can identify who drew it. And then there's references we can go to from books we've collected over the years, or drafts, animation drafts that tell us, like, and I think in this auction we have a beautiful Lady and Tramp draft that tells us every scene, every animator, who directed that scene. You know, it's wonderful as a reference later on when we're looking for, okay, who could have drawn this, or who should, you know, who is the main guy on this piece. That's what we do. We just learn over time. So in French we say faussaire. You know, it means that somebody copying a drawing is not the real artist. It's yeah. This happens often? It happens. I think it happened more maybe about 20, 30 years ago. We saw pieces that were coming out that we could tell by the paper
or by not just by the stroke or by the artistry, but also by the paper and other things that it just wasn't correct, you know. And it seems like I still see those same pieces coming around, you know. Somebody buys them, sells them, somebody buys them, sells them, but we see them sometimes show up, you know. But it's pretty, once you get to know the art, and especially with Disney, the studio, because they had just such fine artists, you can see, you know, when something is not quite right, or when the paper isn't right, or when that stroke isn't the way it should be, or things like that. Same with like a Walt Disney autograph, you know, or things like that. You just learn over time, yeah. There is fake autographs? Absolutely, yeah. It's not, I don't think as much fake as, you know, he had other people who drew for him. Oh, yeah. Right, who signed for him. And a lot of times somebody will come to me and say, oh, you know, my father was in Walt Disney's office and Walt Disney gave this to him and signed it, but we look at it and go, oh, he didn't sign this, you know. Yeah. This was signed by Bob Moore or somebody else, you know, and so we have to know that as we deal in that kind of stuff. So. As a final question, what are your favorite pieces in here that you don't want to keep? You're okay to sell that. I kept favorites. All the ones I like. Really? You know, I don't know. You know, I can tell you honestly, I'm walking around here because we've been so cramped, and I'm seeing pieces I don't remember buying. And I'm going, wow, where did this come from? Or where did this come from? You know, and I have a really wide range of tastes. You know, it's all about what I grew up with or what I remember as a kid. You know, so I don't think I have any one favorite piece. It just has to. It strikes me, or it brings out an emotion, and then I like it. Yeah, so. It's tough to say. I'm seeing stuff I didn't know I had, so it's great. Yeah, sometimes it's not even the quality of the piece of the drawing. It's something that the movie or even a TV commercial or anything. It doesn't matter. You know, it doesn't have to be this amazing piece of art. It just has to strike an emotion or make me smile, right? And then I'm going to want it. Yeah, that's amazing. Thank you so much. No worries. Donc voilà, on se retrouve enfin pour découvrir mon animation complète des 12 règles d'or de l'animation présentée par Dingo lui-même. Une animation que j'ai commencé l'été dernier sur papier et que j'ai dû transitionner en numérique, sinon je l'aurais terminé en 2027. Donc c'est une animation que j'ai voulu boucler, c'est-à-dire que la dernière image correspond à la première image. Et ce que j'ai trouvé intéressant en faisant cette nouvelle première pose, c'est que en 8 mois à dessiner Dingo, à m'habituer à le dessiner, j'ai l'impression d'avoir un peu progressé au niveau de la pile. Si on compare la dernière pose et la première pose, je trouve que la nouvelle pose est plus appealing que la première que j'avais dessinée. En tout cas, j'ai des projets pour cet anime. Je vais encore l'améliorer, la transformer, mais je vous en dis pas trop parce que ça va être l'objet d'une prochaine série. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez pas fini d'entendre parler de Dingo sur cette chaîne. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous remercier énormément d'avoir suivi fidèlement chaque épisode de cette série. C'est grâce à cette série et grâce à vous qu'on a passé les 100 000 abonnés sur la chaîne. Alors merci énormément, j'ai adoré lire tous vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser un dernier pour me dire ce que vous avez pensé de toute la série. Puis bien sûr, il faut que je remercie Aaron Blaise, Tony Bancroft, Charlie Offroy, Nolwenn Roberts, Nicolas Proté, Christophe Serrand, Jean-Claude Tran, Cécile Brossette, Nastasia Lemay. Nastasia qui a été ma dire anime sur l'animation de Dingo. C'est à elle que j'envoyais mes blogs, mes animes. Elle me faisait des retours, elle me donnait des retakes. C'est elle qui m'a aidé à pousser le plus possible cet anime. Alors un grand merci et un gros bisou à toi Nastou. Je continue avec les remerciements. Merci à Anaïs Chevillard, à Augustin Clermont, à Hélène Leroux et à Mike Van Eaton. Donc voilà, on y est, la fin de cette série. Je vous laisse donc avec Dingo qui vous présente, si vous ne les connaissez pas encore bien sûr, les 12 règles d'or de l'animation.